Bonjour, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Bienvenue dans cette nouvelle édition de podcast sur Chancela Tchala News. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi l'histoire de cette guerre qui remonte de 1994. Pour ceux qui ne le savent pas, au Rwanda, il y a eu une guerre entre le peuple rwandais. La communauté internationale a alors demandé à Mobutu, à l'époque le président du Zaïre, de pouvoir ouvrir les frontières du Zaïre, l'actuel RDC, pour recevoir les réfugiés rwandais sans abri, les héberger, les temps que la paix revienne dans ces pays-là pour le retour de ces réfugiés. Mais ce que Mobutu ne savait pas, c'est qu'en acceptant de recevoir ces réfugiés, il avait en réalité ouvert la porte pour sa propre chute, mais aussi pour ce qui deviendra 30 ans plus tard les génocides congolais avec plus de 10 millions de personnes tuées par Paul Kagame et Kaguta Museveni, respectivement président du Rwanda et de l'Ouganda, sans compter les 500 000 femmes violées, massacrées, éventrées, et aussi des enfants qui se font recruter des forces pour intégrer des groupes armés qui sont créés et soutenus par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda. La dernière fois, nous étions dans la lecture de cet ouvrage précieux qui nous permet, comme plusieurs autres ouvrages, de comprendre un peu plus sur la question de l'Est de la RDC et pouvoir préparer tout Congolais devant toute éventualité. En tout cas, on ne peut pas prétendre lutter pour libérer la République démocratique du Congo sans connaître l'histoire de ces pays, sans connaître les causes qui créent les conséquences néfastes sur nos vies aujourd'hui, particulièrement les vies de nos compatriotes dans l'Est de la République démocratique du Congo. En novembre 1996, il fait donc bombarder les camps des réfugiés du Zaïre à 2 reprises à partir du territoire du Rwanda, des Singagungu, causant des morts, des blessés et de nombreux traumatisés, femmes, enfants et vieillards. En tout cas, je rappelle que la dernière fois, nous étions arrêtés dans la lecture là où on parlait de l'ancien Premier ministre zaïrois ou de la RDC actuelle, Kengo Adodo, qui avait décidé de pouvoir expulser les réfugiés rwandais du sol congolais ou du sol zaïrois à l'époque, simplement parce que la RDC ou les Zaïre les avaient déjà reçus, ça faisait déjà plusieurs mois d'ici là, et que des solutions qui devaient être prises par les autorités rwandaises pour les rapatriements ou les retours en paix et en toute sécurité de ces réfugiés dans leur propre pays n'ont pas été prises par Paul Kagame. La réalité ou la vérité qui s'est cachée derrière cette attitude de Kagame, c'est que Kagame voulait utiliser la présence de ces réfugiés rwandais sur le sol congolais pour envahir la RDC, pour nous tuer comme c'est le cas aujourd'hui, pour massacrer, et surtout n'oubliez pas, le socle de tout ça, c'est le pillage des minéraux que regorge les minéraux précieux qui regorge l'Est de la RDC. On continue avec la lecture. Cet acte d'une grande barbarie et d'une gravité extrême ne choque pas les responsables américains et très modérément le HCR. Quant aux dirigeants de l'Union européenne, ils se contentent d'évoquer l'insécurité à l'est du Zaïre et les dangers qui représenteraient les génocidaires pour la stabilité du Rwanda. Kagame prend ses ailes et l'alibi des génocidaires s'installe durablement dans l'opinion. Ses troupes attaquent à nouveau et harcèlent militairement les camps de réfugiés. Dans la communauté internationale, c'est à nouveau les silences. Les conventions de Genève relatives à la protection des réfugiés sont à peine évoquées. Dans un livre bouleversant intitulé Survivre par la parole, plusieurs jeunes Rwandais âgés en moyenne de 10 à 12 ans et victimes des bombardements de troupes des Kagame ont rassemblé plus d'une centaine de témoignages sur leur vécu dans les camps des réfugiés au Zaïre. Ils racontent sans censure les carnages de troupes de Kagame que la communauté internationale a volontairement ignoré. L'action militaire des troupes rwandaises contre les réfugiés du Zaïre et contre les citoyens congolais marque la fin des préparatifs du coup d'État fomenté contre le président du Zaïre, Mobutu. La violence annoncée par les services des renseignements américains est désormais à l'ordre du jour. Le vrai problème est que les dirigeants zaïrois se sont laissés distraire par des discussions et des négociations futiles en faisant régulièrement valoir leur bonne foi face à des gens qui n'en ont aucune.
Nous allons passer au 4e chapitre pour poursuivre. En tout cas, il ne faut pas qu'on... Parce que ça, c'était la fin du 3e chapitre. Il faut débuter le 4e chapitre. On ne peut pas s'arrêter au 3e parce qu'on risque de se perdre d'idées par rapport à l'enchaînement des événements pendant ces années-là. L'invasion ou la prise de contrôle du Zaïre ne s'est faite ni en quelques jours, ni sans la violence, et peu de personnes se sont aperçues qu'elle avait commencé en fait dès 1994. C'est paradoxalement un rapport des services de renseignement du département américain du 4 novembre 1994 qui dévoile les projets d'ensemble. Le Front patriotique rwandais tentera de vaincre des insurgés, les génocidaires entre parenthèses, et portera les combats dans l'est du Zaïre. C'est en effet le pronostic ou les plans formulés par les bureaux du renseignement et de recherche du département d'État américain 2 ans avant l'offensive militaire qui commencera en octobre 1996. L'hypothèse d'une invasion du Zaïre par les troupes de Paul Kagame est ainsi envisagée, mais comme dira plus tard le premier ministre du Zaïre, Kengo Wadondo, on ne nous a jamais dit que le Rwanda allait nous attaquer. Cette phrase illustre bien la psychologie et les ambiguïtés d'une partie de la classe politique congolaise. M. Kengo Wadondo ne pouvait pas complètement ignorer les ambitions de certains Tutsis radicaux au Zaïre, ni même celles de Paul Kagame. Seulement, il accordait, comme beaucoup de personnalités du régime du Zaïre, une confiance aveugle à leurs alliés américains et occidentaux. Certains dirigeants zaïrois, voyant leur pays affecté par les drames rwandais, pensaient pouvoir y jouer un rôle de médiateur. C'était ignorer qu'ils étaient déjà la cible des multiples coups d'État qui étaient en cours dans cette région et qui avaient commencé au Burundi en octobre 1993 avec l'élimination du président Hutu Melchior Ndadaye, avant de se poursuivre en 1994 au Rwanda avec l'assassinat des présidents Hutu Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira du Burundi, successeur du président Melchior Ndadaye. Le tour du président Mobutu est arrivé et l'on essayait de faire diversion avec la question des réfugiés abusivement qualifiés de génocidaires. Les montages étaient parfaits. Les conflits rwandais allaient servir à préparer la déstabilisation et les pillages de la RDC dont les minéraux étaient convoités par les grandes compagnies minières internationales. Les États-Unis le savaient et c'est pour cette raison qu'ils se sont impliqués très fortement dans ces conflits. Ils resteront jusqu'à la chute du président Mobutu et même après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001. Contrairement à ce qui est constamment soutenu et parfois répété aux étudiants des relations internationales et dans les médias par certains chercheurs occidentaux sur les manques d'intérêt de Washington pour l'Afrique, il faut bien rappeler ici que l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique et le Zaïre n'a jamais cessé, ni pendant la guerre froide, ni après la chute du mur de Berlin. Ça, c'est très important, parce que quand il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu des réunions qui ont été tenues sur le contrôle de l'Afrique, mais ces contrôles n'allaient pas se faire par la néocolonialisation, mais plutôt par la déstabilisation en permanence des pays qui avaient des richesses qui étaient convoitées par les États-Unis et leurs alliés. Ce n'est pas parce que les grands médias ne s'intéressent à l'Afrique que lorsqu'il y a des catastrophes que les politiques et les milieux d'affaires ne s'y intéressent guère. Au début des années 1990, les dirigeants américains considéraient déjà le chef de l'État zaïrois comme un homme du passé. Très soutenu par eux tout au long de la guerre froide, le président Mobutu n'a pas compris qu'après 32 ans des bons et loyaux services rendus aux États-Unis, ceux-ci envisageaient sérieusement de se passer de lui.
C'est en 1991 que lui est annoncé la mauvaise nouvelle par Madame Melissa Vels, ambassadrice des États-Unis à Kinshasa. L'époque où nous avions besoin de vous est finie. La guerre froide est finie. Vous n'avez plus d'instruments de chantage sur nous. Vous n'avez plus, vous n'avez plus d'instruments de chantage sur nous et vous n'avez plus vos amis à la Maison Blanche pour vous couvrir. Si vous n'acceptez pas d'appliquer notre schéma des changements démocratiques, nous allons vous forcer à quitter le pouvoir. Nous en avons le moyen. La férocité du discours et les tons employés par la représentante américaine ébranlent et blessent profondément le président zaïrois. Il doit quitter les pouvoirs et le message du gouvernement américain est très clair, mais les chefs de l'État zaïrois ne veulent pas l'admettre. Pendant longtemps, il a été utilisé pour des intérêts autres que ceux de son pays et ceux qui tiraient profit de ses actions ou recouraient constamment à ses services ont décidé de rompre unilatéralement le contrat. Une note confidentielle du 28 juillet 1994 figurant dans les archives de la Maison-Blanche confirme ce point. Elle rappelle d'abord que le maréchal Mobutu a entretenu de bonnes relations avec les États-Unis pendant 2 décennies en raison de nombreux services qu'il a rendus à l'Occident en général et aux États-Unis en particulier. L'auteur de cette note précise ensuite que ces relations ont commencé à se détériorer à la fin des années 1980. Lorsque le maréchal s'est mué en autocrate et qu'il s'est mis à perturber les processus démocratiques dans son pays. Sa mauvaise gouvernance aurait, d'après l'auteur de la note, sémé la pagaille dans l'économie et provoqué certaines mutineries et insurrections dans l'armée. Malgré les efforts du gouvernement des États-Unis et de quelques puissances occidentales, Mobutu va continuer, d'après l'auteur de la note, de garder le contrôle sur les gouvernements, l'armée et les finances du Zaïre. Il ne manifestera aucune volonté de quitter les pouvoirs et n'entendra pas travailler avec un gouvernement de transition qui serait pas sous son contrôle. Il y a lieu de penser que l'auteur de cette note cherche avant tout à donner les beaux rôles du gouvernement des États-Unis. Si Washington a entretenu de bons rapports avec le président Mobutu pendant 2 décennies ou 3 décennies, est-ce vraiment à cause des ambitions démocratiques ou d'une quelconque volonté de lutter contre la corruption au Zaïre? Ne serait-ce pas plutôt à cause des services qu'il a rendus à l'Occident et aux Américains en particulier? D'ailleurs, la note ne précise jamais quels sont les multiples services que le président zaïrois a rendus aux dirigeants des États-Unis pendant toute la période de la guerre froide et qui furent indispensables à la politique étrangère de Washington. Ainsi, mettre en avant les manques de respect des principes démocratiques ou l'instauration de la pagaille dans la vie économique du Zaïre pour discréditer son président est la manifestation d'une mauvaise foi caractérisée de la part des dirigeants américains. La politique étrangère des États-Unis ne donne pas beaucoup d'exemples prouvant qu'elle est fondée sur les soutiens aux démocrates, ni même à la démocratie, tant en Afrique qu'en Amérique latine. Parmi les principaux alliés des États-Unis, dans ces 2 régions comme dans d'autres, on compte plutôt un nombre pléthorique d'autocrates, des criminels de guerre ou des trafiquants de drogue. L'universitaire américaine et ancienne journaliste de l'AFP, Diane Johnston, explique que les États-Unis ont une longue histoire de soutien accordé aux pires éléments de l'État ciblé, ceux qui sont prêts à tout. En Serbie, les États-Unis ont apporté un soutien politique et militaire aux criminels endurcis. Dans les pays musulmans, les États-Unis ont soutenu et armé des fanatiques islamistes. En Ukraine, la campagne anti-russe s'est appuyée sur des milices nazies.
Dans ces conditions, on peut bien penser que Molière avait raison en affirmant que qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. En effet, les regrets qu'inspire le président Mobutu à ses anciens alliés américains dans les années 1990 n'a rien à voir avec les principes des démocraties ni ceux nécessaires à la lutte contre la délinquance financière. C'est plutôt les désirs de changer les régimes politiques au Zaïre qui animent fortement l'administration Clinton au cours de cette période. Le chef de l'État zaïrois, longtemps soutenu par les républicains, s'est retrouvé face aux démocrates et au président Bill Clinton avec lesquels il ne partagerait rien. C'est d'ailleurs l'essence de ce que lui a dit non seulement non sans arrogance Madame Melissa Vels en affirmant que ses amis n'étaient plus à Washington. À aucun moment, les nouveaux responsables américains ne reconnaîtraient ni la moindre qualité ni même la moindre compétence à M. Mobutu avec qui tous les dirigeants américains ont travaillé pendant environ 3 décennies. Un spécialiste des services de renseignement américains admet d'ailleurs que Mobutu et la CIA travaillaient en étroite harmonie. La CIA pouvait-elle travailler en harmonie et au plus haut niveau pendant plus d'un quart de siècle avec une personne dépourvue de toute capacité et de toutes les qualités? C'est la question que se pose l'auteur et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour répondre à cette question, vous allez devoir vous abonner afin de nous suivre prochainement. Ce sera demain, en tout cas dans les mêmes heures. Vous allez suivre sur Chancela Channel News la suite ou la réponse à cette préoccupation soulevée par l'auteur. J'espère que cet extrait vous a plu et que vous allez laisser en commentaire vos points de vue. Continuez à partager ces différentes vidéos autour de vous afin d'éveiller davantage des consciences et de tenir au courant le peuple congolais en particulier et le monde entier en général de la situation sécuritaire à l'est de notre pays afin que tous ensemble en tant qu'êtres humains d'abord et en tant que Congolais en particulier nous puissions nous lever comme un seul homme pour nous battre pour la vraie souveraineté de notre pays et la réelle indépendance. Merci à tous et à la prochaine.